Bonjour, aujourd'hui on va parler des arbres rouges-noirs, donc qui sont un type d'arbre binaire de recherche équilibré. On a vu les grands principes des arbres binaires de recherche la semaine dernière. On a parlé de la notion d'équilibre et on a dit que les arbres binaires de recherche, ils ne présenteraient réellement un intérêt comme structure de données par exemple pour représenter un ensemble de valeurs que dans le cas où on arrive à avoir un équilibre, c'est-à-dire que la hauteur de l'arbre va être essentiellement proportionnel au logarithme du nombre de valeurs stockées. Donc il y a plusieurs manières d'accomplir ça, et les arbres rouges-noirs sont une de ces manières. Alors en préliminaire de ce que je vais raconter aujourd'hui, je vais juste préciser que c'est assez technique, la description des arbres rouges-noirs, donc de comment implémenter l'insertion et la suppression dans un arbre binaire de recherche équilibré avec cette technique arbre rouge-noir de manière à garantir que l'arbre reste équilibré. On va voir les détails de l'algorithme, ça va être assez technique. Évidemment, le but n'est pas d'apprendre par cœur l'algorithme d'équilibrage des arbres binaires rouge-noir, ça n'a pas d'intérêt en soi. Le but est de voir qu'il existe une manière, avec des techniques assez sophistiquées, pour garantir l'équilibre des arbres binaires de recherche. Ces techniques sont utilisées en pratique, sont vraiment utilisées. Alors il n'y a pas seulement les arbres binaires rouge-noir qui permettent de faire de l'équilibre d'arbres binaires de recherche, mais ce type de technique, ou les arbres AVL, qui sont une autre manière de faire de l'équilibre dans des arbres binaires de recherche, ou d'autres techniques encore, sont réellement utilisées et implémentées en pratique quand on a besoin d'avoir une structure de données qui implémente un ensemble ou un tableau associatif à partir d'arbres binaires de recherche équilibrés. Donc à nouveau, on va voir des choses assez techniques aujourd'hui. Le but n'est pas de retenir tout, de comprendre par cœur, mais le but est d'avoir une idée de comment quelque chose d'assez complexe comme l'équilibrage d'un arbre binaire de recherche peut être implémenté en pratique. Donc, quelques rappels sur les arbres binaires de recherche. Donc, dans les arbres binaires de recherche, on a un certain nombre d'opérations comme la recherche d'un élément, savoir si un élément appartient à un ensemble, comme aussi trouver l'élément minimum, maximum, mais aussi des variantes de ça, comme trouver l'élément suivant, quel est l'élément le plus petit qui est supérieur ou égal à une valeur donnée dans l'ensemble, insertion-suppression. Donc comment tout ceci, dans un arbre binaire de recherche, pouvait s'implémenter en grand O de H, où H est la hauteur de l'arbre. Et donc évidemment, ça va être un intérêt que si l'arbre est équilibré, et on a dit que l'arbre était équilibré, si on pouvait garantir que H était un grand O du logarithme de nombre d'éléments à obtenir. Et donc si on a un arbre binaire de recherche équilibré, alors on hérite d'une recherche, de retrouver un minimum, maximum, l'élément suivant, etc. En complexité asymptotique grand O de log n. Alors, un point important, c'est que donc tout ce que j'ai dit sur la recherche, sur trouver l'élément minimum ou maximum dans un arbre, de manière générale dans les arbres binaires de recherche, vont s'appliquer dans le cas des arbres binaires de recherche rouge-noir, qui va être une technique pour équilibrer les arbres binaires de recherche. En revanche, ce que j'ai dit sur l'insertion et la suppression, donc j'ai montré très brièvement la semaine dernière une manière de faire de l'insertion et de la suppression dans un arbre binaire de recherche, mais on ne va pas pouvoir se contenter de cette manière élémentaire. Il va falloir, dans le cas des arbres rouges-noirs, d'avoir une manière plus précise et plus complexe de faire de l'insertion et la suppression qui va garantir que l'arbre reste équilibré, même après une longue succession d'opérations d'insertion et de suppression. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est qu'un arbre rouge-noir, qu'est-ce qu'on a comme garantie d'équilibre dans un arbre rouge-noir, et ensuite, comment est-ce qu'on fait l'insertion et la suppression dans un arbre rouge-noir, sachant que comment on fait la recherche, comment on trouve le minimum, etc., ça va être la même manière que dans un arbre binaire de recherche classique, sans contrainte. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un arbre binaire rouge-noir? C'est quelque chose qui ressemble à ça. Donc là, j'ai un exemple d'arbre binaire rouge-noir. C'est un arbre binaire de recherche classique,
avec les mêmes propriétés que les arbres binaires de recherche, c'est-à-dire qu'on a des valeurs qui sont sur les nœuds de l'arbre. C'est un arbre binaire, donc tout nœud a au plus 2 enfants. On a la caractéristique des arbres binaires de recherche qui sont que si on se donne un nœud dans l'arbre, par exemple le nœud 11, tout ce qui est dans l'enfant délimité par tout ce qui est dans l'arbre délimité par l'enfant gauche, le sous-arbre délimité par l'enfant gauche de 11, eh bien ça va être des valeurs qui vont être plus petites que 11, et pareil, tout ce qui est à droite de 11, ça va être des valeurs qui vont être plus grandes que 11. Donc ça, c'est les propriétés des arbres binaires de recherche. Et puis en plus, on a une propriété, donc on a un arbre binaire de recherche, et chaque nœud se voit associer une couleur, et donc là on a mis les couleurs qui sont les couleurs rouges ou noires. Donc une couleur qui est soit rouge, soit noire. Évidemment, le choix des couleurs est complètement arbitraire, on aurait pu prendre d'autres couleurs. Tout ce qui importe, c'est que chaque nœud, en plus des caractéristiques qu'il a dans un arbre binaire de recherche classique, il a une information supplémentaire, qui est une information binaire. Soit le nœud est un nœud rouge, soit c'est pas un nœud rouge, dans ce cas c'est un nœud noir. Bon. Donc ça va être très simple à représenter, un arbre binaire rouge-noir. On va avoir la même représentation que pour un arbre binaire de recherche classique, sauf qu'en plus, ou pour qu'un arbre classique, sauf qu'en plus, à chaque nœud, on ajoute une information d'un bit supplémentaire qui est est-ce que le nœud est rouge ou pas. Et ces arbres binaires rouge-noir vont être contraints pour qu'on ne puisse pas associer les couleurs au nœud de l'arbre de manière complètement arbitraire, mais pour qu'ils respectent toujours 2 conditions, qui sont les suivantes. Si un nœud est rouge, alors tous ses enfants, s'il en a, vont être de couleur noire. Donc ça, c'est la première condition, toujours vérifiée dans les arbres binaires rouge-noir. Et la deuxième condition, elle est un petit peu plus complexe à exprimer. On va avoir toujours le même nombre de nœuds noirs, donc le même nombre de nœuds de couleur noire, sur tout chemin d'un nœud sur tout chemin d'un nœud X de l'arbre au descendant X inclus ayant 0 ou 1 enfant. Alors la condition a l'air un petit peu compliquée comme ça, on va voir ce que ça veut dire sur cet arbre. Donc pour tout nœud X, on a le même nombre de chemins, le même nombre de nœuds noirs sur tout chemin qui va du nœud X à chacun des descendants du nœud X, X inclus, ayant soit 0, soit 1 enfant. Alors regardons ce que ça veut dire ici. Je prends le nœud 11 par exemple. Ma condition dit qu'il y a le même nombre de nœuds noirs de tout chemin de 11 vers un nœud qui a 0 ou 1 enfant. Alors qu'est-ce qu'il y a comme nœud qui a 0 ou 1 enfant? Eh bien il y a les nœuds 1 qui a 0 enfant, 5 qui en a 0, 8 qui en a 0, 14 qui en a 1 et 15 qui en a 0. Et donc là, ce que je dis, c'est que dans tous les chemins, si je compte le nombre de nœuds noirs, alors par exemple là je vais compter le nœud lui-même 11 comme nœud noir, on verra dans une définition plus tard qu'on ne le compte pas forcément toujours, mais ça c'est juste une question de définition. Donc entre 11 et 1, j'ai 11 plus 1, c'est-à-dire 2 nœuds noirs. Entre 11 et 5, j'ai 11 et 7, c'est-à-dire 2 nœuds noirs. Entre 11 et 8, j'ai 11 et 7 qui sont 2 nœuds noirs. Entre 11 et 14, j'ai 11 et 14 qui sont 2 nœuds noirs. Et entre 11 et 15, j'ai 11 et 14 qui sont 2 nœuds noirs. La condition peut s'appliquer à n'importe quel autre nœud. Par exemple, si je prends le nœud 2,
eh bien, tous les descendants du nœud 2 qui ont 0 ou un enfant, ici c'est les nœuds 1, 5 et 8, si je compte le nombre de nœuds noirs sur le chemin, eh bien, j'en aurai toujours le même nombre. Pour 2, j'en aurai, en l'occurrence, j'en aurai 1. 2 à 1, il y a un nœud noir sur tout chemin qui va de 2 à 1, 5 ou 8. Si je prends le nœud 14, là, le seul descendant du nœud 14 qui a... qui est les seuls descendants qui ont 1 ou 0 nœud noir, pardon, qui ont 1 ou 0 enfants, ce sont les nœuds 14 et 15. Et de 14 à 14, j'ai un nœud noir. De 14 à 15, j'ai aussi un nœud noir. Donc cette condition est vérifiée sur cet arbre. Et il faut absolument que cette condition soit vérifiée pour que l'arbre soit un arbre rouge-noir valide. Et puis on a l'autre condition, c'est que si on a un nœud qui est rouge, alors tous ses enfants sont noirs. Cette condition, on voit qu'elle est bien vérifiée ici. Tous les nœuds rouges, 2, 5, 8, 15. Il n'y en a qu'un seul qui est des enfants, c'est 2. Et tous ces enfants sont effectivement des enfants noirs. Bien. Donc un arbre binaire de recherche est un arbre rouge-noir si on associe des couleurs rouge ou noir à chacun des nœuds et si ces deux conditions sont vérifiées. À partir du moment où un nœud est rouge, tous ses enfants, s'il y en a évidemment, sont noirs. Et on a pour tout nœud le même nombre de nœuds noirs sur tous les chemins qui vont de ce nœud à n'importe quel descendant, le nœud lui-même compris, qui ont 0 ou un enfant. Bon. Alors, très bien, c'est la définition, on a un exemple, etc. Maintenant, on va voir une propriété des arbres rouges-noirs qui va être très importante et qui va nous garantir que les arbres rouges-noirs vont être des arbres binaires de recherche équilibrés. Donc, proposition. Alors, avant de faire ça, il faut que j'introduise une définition. J'introduis la définition de ce qu'est la hauteur noire d'un nœud. Donc, la hauteur noire d'un nœud dans un arbre binaire rouge-noir. Hauteur noire, que je vais appeler HN, d'un nœud X, donc je vais noter HN de X, la hauteur noire d'un nœud dans un arbre rouge-noir, et le nombre unique de nœuds noirs sur tout chemin du nœud X à, alors pour simplifier, je vais simplement dire à une feuille de l'arbre. Mais en fait, on sait que c'est la même chose si je ne m'arrête pas juste aux feuilles, mais que je m'arrête aussi aux nœuds qui ont un enfant, grâce à la condition sur les arbres rouges noirs. Et donc, quand je dis le nombre unique de nœuds noirs sur tout chemin de nœud X à une feuille de l'arbre, je vais dire le nœud X exclu. Je ne compte pas le nœud X si lui-même est noir. Donc, la hauteur noire d'un nœud, ça va être le nombre unique de nœuds noirs sur tout chemin du nœud X à une feuille de l'arbre, le nœud X lui-même étant exclu. Alors, ça donne quoi comme cette définition? Si on revient à notre arbre exemple ici, on peut calculer la hauteur noire de chacun des nœuds de l'arbre. Donc, par exemple, 8, eh bien évidemment, il y a 0 nœud noir sur tout chemin de ce nœud-là vers son descendant. Mais c'est la même chose pour 1, puisque j'ai demandé qu'on ne comptait pas le nœud lui-même dans le nombre de nœuds noirs d'un chemin à ses descendants qui sont des feuilles. 7, ça va être aussi 0. 2, par contre, ça va être 1.
puisque là, si je prends un chemin arbitraire, le chemin de 2 à 1, ou le chemin de 2 à 5, ou de 2 à 8, d'une 2 vers une feuille, eh bien j'ai un nœud noir sur le chemin. 15, ça va être 0. 14, ça va être 0. Et enfin, 11, eh bien ça va être 1. Encore une fois, je ne compte pas le nœud 11 lui-même, et de tout chemin de 11 à une feuille, par exemple 1, 5, 8, 15, j'ai toujours un seul nœud noir sur le chemin, qui sont en l'occurrence les nœuds 1 pour la feuille 1, les nœuds 7 pour les feuilles 5 et 8, et les nœuds 14 pour la feuille 15. Bien, donc je définis cette notion de hauteur noire d'un nœud dans un arbre rouge-noir, qui va m'être utile pour montrer que les arbres rouge-noirs sont équilibrés. Alors, première remarque, je veux relier la hauteur à la hauteur noire. Pour faire ça, je remarque que la hauteur noire d'un nœud X, elle va être toujours supérieure ou égale à la hauteur du nœud. Je vous rappelle que la hauteur du nœud, c'est la profondeur du sous-arbre qui est enraciné à ce nœud. Donc le nombre de... la longueur des chemins qui partent de ce nœud et qui vont vers une feuille, sans compter le nœud lui-même. Et donc la hauteur noire d'un nœud arbitraire, c'est la hauteur de ce nœud arbitraire, moins 1, divisé par 2, enfin c'est supérieur ou égal à la hauteur de ce nœud arbitraire, moins 1 divisé par 2. Alors, pourquoi est-ce qu'on a cette relation? Eh bien, cette relation, elle vient de la première condition sur les arbres rouges-noirs, qui est que si un nœud est rouge, ses enfants vont nécessairement être noirs. Ici, je trouvais une borne inférieure sur la hauteur noire d'un nœud. Évidemment, si j'ai un arbre rouge-noir dans lequel tous les nœuds sont noirs, la hauteur noire d'un nœud, ça va être égal à la hauteur du nœud. Puisque la définition de la hauteur noire se ramène à la hauteur si tous les nœuds sont noirs. Donc, dans le cas où j'ai le plus de nœuds noirs possible, la hauteur, elle va être nécessairement, la hauteur noire, elle va être nécessairement inférieure ou égale à la hauteur d'un nœud. Bon, ça c'est clair. Maintenant, donc ça c'est dans le cas où j'ai le plus de nœuds noirs possible. Maintenant, quel est le cas où j'ai le moins de nœuds noirs possible? Le cas où j'essaie d'avoir le plus de nœuds rouges possible. Eh bien, je suis sur un nœud X et j'essaie d'avoir, peu importe sa couleur, le plus de nœuds rouges possible entre ce nœud X et n'importe quelle feuille. Ben, qu'est-ce que je peux faire? Je peux avoir un nœud rouge ici qui est en dessous du nœud X. Là, je n'ai besoin de considérer qu'un seul chemin du nœud X vers une feuille, puisque de toute façon, je sais, par la deuxième condition sur les arbres rouges-noirs, que le nombre de nœuds noirs que je vais rencontrer sur un chemin du nœud X vers une feuille, ça va être toujours le même. Donc, pour calculer la hauteur noire du nœud X, je n'ai besoin de considérer qu'un seul chemin. Donc là, j'essaie de faire en sorte d'avoir le plus de nœuds rouges possible sur ce chemin. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux avoir un nœud rouge en dessous du nœud X, mais ensuite, à cause de la condition la condition d'arbre rouge-noir, le nœud rouge va forcément avoir un nœud noir comme fils. Donc, ce nœud noir lui-même, il peut avoir un nœud rouge comme fils, qui va forcément avoir un nœud noir comme fils. Et puis au bout d'un moment, il faut que je m'arrête. Et si je veux avoir le maximum de nœuds rouges possible, je vais m'arrêter à un nœud rouge. Voilà. Alors, dans ce cas extrême, dans lequel j'ai mis le plus de nœuds rouges possible entre le nœud X et une feuille, quelle va être la hauteur? Eh bien, la hauteur, c'est le nombre de nœuds total que j'ai mis. Pardon. La hauteur, c'est le nombre de nœuds total que j'ai mis.
Et quelle va être la hauteur noire? La hauteur noire, c'est le nombre de noirs que j'ai mis, etc. Dans cette situation extrême, la hauteur noire, comment est-ce que je la relie à la hauteur? Eh bien, en fait, si je regarde, j'ai un nœud rouge de plus qu'un nœud noir. Donc, en fait, j'ai la hauteur, h de x, qui est égale à 2 fois la hauteur noire plus 1. Et ça, c'est la situation extrême, c'est la situation où j'ai le plus de nœuds rouges possible. Dans toutes les autres situations, eh bien, la hauteur noire est plus grande que ça. Et donc, en fait, ce que ce petit argument montre, c'est qu'on a toujours 2 hauteurs noires plus 1 qui est supérieur ou égal à la hauteur de x. Si je réécris ça, en faisant passer les choses dans l'autre sens, j'obtiens hauteur noire, h de x moins 1 divisé par 2, ce qui est ce que je voulais démontrer. Donc je voulais montrer que hauteur noire de x était supérieure ou égale à la hauteur de x moins 1 sur 2. J'ai commencé par une petite remarque du fait que la hauteur noire de x c'était toujours inférieure ou égale à la hauteur de x. Et puis ensuite, j'ai démontré, en regardant le cas extrême où j'ai le plus de rouge possible, et en disant que, en fait, ça c'est le cas extrême. Dans les autres cas, j'aurai moins de rouge, et donc j'aurai toujours 2 hauteurs noires de x plus 1 qui étaient supérieures ou égales à h de x, ce qui me donne effectivement hauteur noire de x supérieure ou égale à h de x moins 1 sur 2. Bien. Bon, donc là, j'ai d'abord ce premier résultat qui me relie la hauteur noire d'un nœud dans un arbre rouge-noir à la hauteur de ce nœud dans un arbre rouge-noir. Bon, très bien. Maintenant, je vais relier la taille, le nombre de nœuds dans un arbre rouge-noir à la hauteur noire. Et ensuite, en combinant avec ce résultat qui relie la hauteur noire à la hauteur, je vais pouvoir relier la hauteur au nombre de nœuds d'un arbre rouge-noir. Et donc, je vais pouvoir montrer que les arbres rouge-noirs sont équilibrés. Donc, cette deuxième proposition, très importante, va être que dans un arbre rouge-noir, à n nœuds, on va avoir de racine r, on va avoir n qui est supérieur ou égal à 2 puissance la hauteur noire de la racine. Donc là, je montre en fait que le nombre de nœuds est exponentiel en la hauteur noire, et donc la hauteur noire est logarithmique en le nombre de nœuds. Et comme j'ai montré que la hauteur noire était en fait linéaire en la hauteur elle-même, ça va nous montrer en fait que la hauteur est logarithmique en la taille de l'arbre, mais on va y revenir. Alors comment est-ce que je fais ça? Je fais ça par récurrence. Et je fais ma récurrence sur la hauteur de l'arbre rouge-noir. Donc une récurrence, c'est un cas de base. Le cas de base, c'est quoi? C'est quand la hauteur, que je vais appeler h, égale 0. Un arbre dont la hauteur est 0, c'est un arbre qui est réduit à sa racine. Et donc dans ce cas-là, j'ai une hauteur noire qui est évidemment 0 également, si c'est la hauteur est 0. Et j'ai n égale 1. Et la hauteur noire de la racine qui est égale à 0. Et on a bien 1 qui est supérieur ou égal à 2 puissance 0. Ça, c'est le cas de base. Maintenant, regardons le cas inductif. Et donc, dans le cas inductif, ce que je fais, c'est qu'on suppose la propriété n supérieur ou égal à 2 puissance h n de r vérifiée pour tous les nœuds, pour tous les arbres, pardon,
rouge-noir de hauteur inférieure ou égale à h, et on considère un arbre rouge-noir de hauteur h plus 1, et on va montrer que tout se comporte correctement. Alors, je vais d'abord éliminer un petit cas immédiat. Premièrement, si la hauteur noire de la racine dans mon nouvel arbre de hauteur h plus 1 est égale à 0, alors, trivialement, le nombre de nœuds de l'arbre de mon arbre est bien supérieur ou égal à 2 puissance 0 est égal à 1, puisque c'est un arbre qui a au moins un nœud, qui est la racine de l'arbre. Bon. Donc, on suppose Hn de R strictement plus grand que 0. Bien, alors maintenant, qu'est-ce que je peux dire si la hauteur noire de la racine est strictement plus grand que 0? Cela signifie que la racine a au moins, enfin non pas au moins, a exactement 2 enfants. Sinon, on aurait une violation de la deuxième propriété d'arbre rouge-noir. La deuxième propriété des arbres rouges-noirs. En effet, la deuxième propriété des arbres rouges-noirs me dit que dans n'importe quel arbre rouge-noir, si je prends un nœud et que je considère les chemins qui vont de ce nœud à n'importe quel descendant, le nœud lui-même y compris, ayant 0 ou un seul enfant, alors j'ai le même nombre de nœuds noirs. Et là, je sais que il existe des chemins dans lesquels ce nombre de nœuds noirs est non nul, puisque la hauteur noire de la racine est strictement plus grande que 0. Mais par ailleurs, un de ces chemins, c'est je m'arrête, s'il y avait 0 ou un enfant à la racine, je pourrais appliquer cette propriété à ce nœud-là. Et là, il y aurait évidemment 0, sans compter le nœud lui-même, 0 nœud sur le chemin du nœud à lui-même qui sont de couleur noire. Donc là, il y aurait une contradiction avec la propriété de la hauteur noire. Donc, il y a exactement 2 enfants, et ces enfants, je peux les voir comme des racines d'arbres de hauteur h et de hauteur noire. Alors, je ne sais pas exactement quelle va être la hauteur noire de ces arbres, ça va dépendre en fait de la couleur de chacun des enfants, mais je sais que au moins leur hauteur noire, elle va être Hn de R moins 1. Éventuellement, si eux-mêmes sont noirs, j'enlève 1 sur la hauteur noire, mais ça ne peut pas être moins de Hn de R moins 1. Et donc, qu'est-ce que je peux dire sur le nombre de nœuds, n? Eh bien, je sais que c'est 2 fois le nombre de nœuds, enfin, plus exactement que c'est le nombre de nœuds du sous-arbre de l'enfant gauche et le nombre de nœuds, plus le nombre de nœuds du sous-arbre de l'enfant droit, plus 1 en l'occurrence, mais peu importe. Je peux ajouter le plus 1. Et chacun de ces 2 sous-arbres, ils ont au moins une hauteur noire de Hn de R moins 1, et donc par hypothèse de récurrence, ils ont au moins 2 puissance Hn de R moins 1 nœuds. Et donc ceci est supérieur, en l'occurrence, à 2 puissance Hn de R. Très bien, donc c'est ce que je voulais démontrer en hypothèse de récurrence, ça finit ma démonstration. Donc j'ai montré, je reviens sur l'énoncé de la proposition, j'ai montré que
on avait n qui était supérieur ou égal à 2 puissance hn de r. Bon, maintenant, je vais combiner ces deux résultats et théorème, si on veut. Les arbres rouge-noir sont équilibrés. Alors pourquoi? Eh bien, je sais que dans un arbre rouge-noir, j'ai n qui est supérieur ou égal à 2 puissance hn de r. Je sais que 2 puissance hn de r, c'est hn de r, c'est supérieur ou égal à, alors je vais reprendre les informations que j'avais sur les arbres, sur la hauteur noire, c'était supérieur ou égal à la hauteur de l'arbre lui-même moins 1 divisé par 2. Bien. Donc c'est supérieur ou égal à 2 puissance, la hauteur, là je ne vais pas spécifier de quel nœud, je veux dire que c'est la hauteur de la racine, moins 1 divisé par 2. Et donc si je prends le log des deux côtés, ça me donne log n, donc ça c'est la démonstration, hein. Log n qui est supérieur ou égal à h-1 sur 2. Et donc je peux réécrire ça en h qui est inférieur ou égal à 2 fois log n plus 1. Autrement dit, j'ai une borne supérieure sur la hauteur en fonction du logarithme du nombre de nœuds. Autrement dit, h, c'est un grand taux de log n. Et le fait que la hauteur d'un arbre soit un grand taux du logarithme du nombre de nœuds, c'est exactement la condition que je voulais pour indiquer qu'un arbre binaire de recherche était équilibré. Donc, c'est bon, j'ai montré que les arbres binaires de recherche rouge-noir sont des arbres équilibrés. Et donc, du coup, magiquement, j'obtiens que la recherche dans un arbre rouge-noir se fait en temps logarithmique en le nombre de nœuds, que la recherche de l'élément le plus petit, de l'élément suivant, de l'élément le plus grand, etc., se font tous en grand taux de log n. Maintenant, ce qu'il me faut, c'est montrer que ces arbres rouge-noir, ce n'est pas juste des concepts abstraits, c'est des choses que je peux vraiment avoir en pratique. Et pour vraiment les avoir en pratique, je vais devoir montrer comment insérer un élément dans un arbre binaire rouge-noir et que cet élément et que le résultat de cette insertion reste un arbre binaire rouge-noir et que cette insertion se fasse en temps raisonnable, en l'occurrence en temps logarithmique également. Si je suis capable de faire ça, eh bien j'aurais montré que pour une séquence d'insertion, je continue à avoir un arbre rouge-noir. Et il va falloir que je fasse la même chose avec les suppressions. Et une fois que j'aurai fait ça, j'aurai montré que j'ai une structure de données dans laquelle toutes les opérations, insertion, suppression, recherche du plus petit élément, etc., se font en temps logarithmique. Donc là, il me reste deux choses à faire pour le cours d'aujourd'hui. Montrer que les insertions peuvent se faire effectivement dans un arbre rouge-noir, qu'on continue d'avoir un arbre rouge-noir et que ça se fait en temps logarithmique. Et même chose pour les suppressions. Alors, c'est juste deux choses, mais ça ne va pas être si facile que ça. Alors, la première chose dont je vais avoir besoin, c'est je vais avoir besoin de deux opérations sur les arbres rouge-noir, qui sont les opérations de rotation gauche et droite. Ces opérations de rotation gauche et de rotation droite sont des opérations que je vais avoir besoin d'utiliser à certains moments, qui vont être des opérations qui se font d'une part en temps constant, et d'autre part qui ne compromettent... telles que je vais les utiliser plus tard, elles ne vont pas compromettre les critères des arbres rouge-noir. Alors, à quoi ça ressemble une rotation gauche ou une rotation droite? Eh bien, alors, on va voir à quoi ressemble une rotation droite. Je me donne un arbre. Je vais commencer par la rotation gauche. Je me donne un arbre comme ceci. Donc ça, je vais l'appeler X, et ça, je vais l'appeler Y. Ça, je me donne une partie d'un arbre binaire de recherche, et je vais appliquer les arbres binaires rouge-noir. Donc j'ai une partie avec un nœud X. Alpha, c'est pas un nœud, ça peut être un sous-arbre complet, je ne m'intéresse pas à ce qu'il y a à l'intérieur. Y, bêta et gamma. Alors la rotation gauche,
ça va être de faire passer cet arbre qui est un petit peu penché à droite en un arbre qui est penché à gauche. Comment je fais ça? Eh bien, y va devenir la racine au lieu de devenir, au lieu d'être le fils droit. Je vais avoir, pardon, il faut que je revienne. Excusez-moi. Voilà, y va être la racine. Je vais avoir x comme fils gauche de la racine. Je vais avoir alpha comme fils gauche de x. Je vais avoir bêta comme fils droit de x. Et je vais avoir gamma comme fils droit de y. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une rotation qui préserve les propriétés des arbres binaires de recherche. En effet, qu'est-ce que j'avais comme propriété? Je savais que tout ce qu'il y a dans bêta, c'est en fait plus grand que x et plus petit que y. Et bien, dans l'arbre que j'ai à droite, tout ce qu'il y a dans bêta, c'est toujours plus grand que x et plus petit que y. Tout ce qu'il y a dans gamma, c'est plus grand que x et que y, et c'est toujours le cas. Tout ce que j'ai dans alpha, c'est plus petit que x, et je savais aussi que x était plus petit que y, puisque y était enfant droit de x. Ben maintenant, x est enfant gauche de y, on a bien le fait que x est plus petit que y. Donc cette rotation gauche préserve la structure d'arbre binaire de recherche. Donc c'est une opération que je peux faire à tout endroit dans un arbre binaire de recherche, et ça me donne un autre arbre binaire de recherche qui est tout aussi valide. Alors attention, ces opérations telles que je l'ai définie, si j'ai un arbre rouge-noir à gauche, c'est pas forcément un arbre rouge-noir à droite, parce que je pourrais avoir des violations. Par exemple, je pourrais avoir, je sais pas moi, y qui est un nœud rouge, et maintenant y a comme enfant x, si x, et donc la condition c'est que x doit nécessairement être noir, alors non, je vais pas dire de bêtises, il faut plutôt que je regarde ce qui se passe au niveau de bêta par exemple. Bêta, à gauche c'était un enfant de y. Donc si y était noir, il n'y avait aucune condition sur la racine de bêta. À droite, bêta, ça devient un enfant de x. Donc si x est rouge, ben maintenant, bêta, il faut absolument qu'il soit noir, puisqu'il est enfant d'un fils noir. Donc tel que je l'ai écrit, je ne garantis pas que les propriétés d'arbre rouge-noir continuent d'être préservées. Si j'ai un arbre rouge-noir à gauche, et bien un arbre rouge-noir à droite. Maintenant, dans la manière dont j'utilise les insertions, et dont je définis les insertions et les suppressions, je vais garantir que je fais toujours des rotations gauche et droite qui vont aller dans la direction de respecter la structure d'arbre rouge-noir. Donc ça, c'est la rotation gauche. C'est quoi la rotation droite? Ben, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. Je parle d'un arbre qui est un petit peu déséquilibré, qui penche vers la gauche, et je transforme en un arbre qui penche vers la droite. Donc juste, je transforme... Dans la rotation gauche, je transforme l'enfant droite d'un nœud en le père de ce nœud. Dans la rotation droite, je transforme l'enfant gauche d'un nœud en le père de ce nœud. Bon. Donc les opérations de rotation gauche et droite. Donc là, je vais parler de rotation gauche en x, et là, je vais parler de rotation droite en y pour indiquer quel est le nœud pivot. Ces opérations de rotation droite et de rotation gauche sont des opérations que je vais utiliser dans la définition de comment on fait les insertions dans un arbre rouge-noir et de comment on fait les suppressions dans un arbre rouge-noir. Bien. Alors, insertion dans un arbre rouge-noir. Comment je fais ça? Alors, premièrement, je vais insérer le nœud à insérer dans l'arbre à son endroit naturel. C'est-à-dire que je fais une recherche dans l'arbre et je l'insère là où il devrait se trouver pour faire une recherche, et j'appelle Z sa position naturelle. Donc c'est-à-dire que je suis depuis la racine
vers les feuilles. À chaque fois, je tourne à gauche si je suis inférieur ou égal, je tourne à droite si je tourne strictement plus grand, etc., etc. Donc je cherche l'endroit naturel et j'insère le nœud dans cet arbre-là à son endroit naturel et je le colorie en rouge. Voilà, si je m'arrête là, ça me donne une insertion correcte dans un arbre binaire de recherche équilibré, mais par contre, je peux avoir violé la structure d'arbre rouge-noir. Qu'est-ce qui peut se passer? Pourquoi je peux avoir violé la structure d'arbre rouge-noir? J'ai ajouté un nœud rouge. Donc si j'ajoute un nœud rouge, la deuxième condition des arbres rouges-noirs, le fait qu'il y ait autant de nœuds noirs sur le chemin d'un nœud aux feuilles ou aux nœuds qui ont un seul fils, ça ne peut pas être affecté, puisque c'est un nœud rouge que j'ai ajouté, c'est pas un nœud noir. Par contre, la première condition, le fait que les enfants d'un nœud rouge sont toujours des nœuds noirs, elle peut être affectée. Donc le seul problème qui peut se produire, c'est si le nœud rouge que j'ai ajouté, il se trouve que je l'ai ajouté comme enfant d'un nœud noir, d'un nœud rouge. Et ça, j'ai pas le droit de le faire. Maintenant, je vais corriger ça. Correction de la violation rouge-noir. La violation rouge-noir, ça veut dire une violation de la condition que tous les nœuds rouges doivent avoir des enfants qui sont uniquement des nœuds noirs, entre Z et son parent. Donc il faut que je corrige ça. Je vais traiter un certain nombre de cas. Premièrement, si Z est enfant de la racine, si le parent c'est la racine, alors c'est simple, on colorie la racine en noir. Bon, ça c'est toujours quelque chose que je peux faire, ça va rien affecter aux propriétés d'arbres rouge-noir de colorier la racine en noir. Les deux critères d'arbres rouge-noir, s'ils étaient vérifiés avant, ils restent vérifiés en tous les nœuds, il n'y a aucun problème. Donc ça, je peux toujours le faire. D'ailleurs, dans certaines, par exemple dans le livre de référence, dans la définition des arbres rouge-noir, vous avez le fait que la racine est toujours de couleur noire. Ici, je ne l'ai pas inclus dans la définition parce qu'on n'en a pas vraiment besoin pour montrer tout ce qu'on veut. Mais c'est quelque chose que vous pouvez toujours faire. En tout cas, la racine peut toujours être coloriée en noir, ça ne pose aucun problème. Et donc, s'il suffit de colorier la racine en noir pour régler le problème, voilà, j'ai fini. Bon. Sinon, si Z c'est pas un enfant de la racine, il va falloir que je traite d'autres cas. Et je vais dire que je vais traiter dans ce qui suit du cas où le parent de Z, qui est pas la racine donc lui-même c'est un enfant, où le parent de Z est un enfant gauche. Et donc je vais pouvoir faire des rotations de droite au niveau du grand-parent, pardon. Donc on traite du cas où le parent de Z est un enfant gauche, le cas où c'est un enfant droit est symétrique. C'est-à-dire que dans ce que je vais dire ensuite, si le parent de Z c'est un enfant droit, vous remplacez, à chaque fois que je dis gauche, vous remplacez par droite, et à chaque fois que je dis droit, je vous remplacez par gauche. Et symétrique. Bien. Bon, et maintenant, on a trois cas. Et on a trois cas en fonction, alors déjà de l'oncle de Z. L'oncle de Z, c'est qui? C'est l'enfant du grand-parent de Z qui n'est pas le parent de Z. Alors je l'appelle l'oncle parce qu'il n'y a pas de manière en français de donner quelque chose qui soit oncle ou tante, mais donc il n'y a pas de genre important ici évidemment. Donc si l'oncle de Z est rouge, qu'est-ce qu'on fait? Alors si l'oncle de Z est rouge, eh bien on colorie, je vais l'appeler W. On colorie W et le parent de Z, je vais appeler le parent de Z P. Je colorie W et P en noir, tous les deux. Et le grand-parent de Z, lui, on le colorie en rouge. Et ensuite, on continue avec le
grands-parents. Alors, je vais représenter quelle est la situation qu'on traite ici. Donc, on traite le cas où on a un nœud qu'on vient d'insérer qui est rouge. Donc, j'ai un nœud rouge, dont le parent est aussi rouge. Sinon, il n'y aurait pas eu de violation, je ne serais pas dans ce cas-là. Qui a un oncle qui est aussi rouge. Donc, je suis dans cette situation-là. Et si je suis dans cette situation, je sais que le grand-parent, il était noir. Pourquoi est-ce que le grand-parent était noir? Parce que, je vais appeler GP, le grand-parent était forcément noir, parce que sinon, ça aurait été un grand-parent rouge avec un fils rouge. Ça, c'est pas possible. Donc, si je suis dans cette situation-là, je transforme ça en Z, je le laisse en rouge, il n'y a pas de souci. Par contre, P et W, je les mets en noir. Et colorier un nœud qui était rouge en un nœud qui était noir, ça ne pose pas de problème pour la première condition des arbres rouge-noir. Puisque j'ai introduire de nouveaux nœuds noirs, ça ne pose pas de problème. Par contre, ça peut poser un problème pour la deuxième condition. Et là, je transforme mon grand-parent en rouge. Mais en fait, si on regarde ce que j'ai fait, et que je compte le nombre de nœuds noirs entre un nœud et chacune de ses descendants avec un ou plusieurs, avec un ou zéro enfant. Donc là, je peux avoir des choses. Je vais juste mentionner que là, je peux avoir des sous-arbres, là, je peux avoir des sous-arbres, peu importe, et je conserve les mêmes ici. Donc là, pour la première condition, l'opération que j'ai fait ne pose pas de problème au niveau de P et de W. Et pour la deuxième condition, mon GP il était noir, donc pour les ancêtres de GP, en le coloriant en rouge, j'ai perdu 1 dans ma hauteur noire, mais en ajoutant, en transformant P et W en noir, je récupère ce 1 que j'ai perdu. Donc il n'y a pas non plus de problème avec la deuxième violation. Maintenant, le seul problème qui peut rester dans mon arbre, j'ai plus de problème au niveau de Z, P et W, mais il peut me rester un problème au niveau de GP, dont le propre parent de GP, si j'ai pas de chance, il peut être rouge, et dans ce cas-là, il faut que je refasse la même opération. Mais en tout cas, j'ai résolu le problème localement, et avec quelque chose qui se fait en grand O de 1. Tout ça, ça se fait en grand O de 1. Bon, ça c'était le cas où l'oncle de Z était rouge. Maintenant, il faut que je regarde les autres cas, le cas où Z n'a pas d'oncle, ou alors le cas où l'oncle de Z est noir. Alors, sinon, si Z est un enfant droit, alors j'ai pas envie de traiter ce cas-là, donc je vais me ramener au cas où Z est un enfant gauche, en faisant une rotation gauche, sur le parent de Z, et on considère le nouvel enfant gauche de Z pour le cas suivant. Alors ça c'est quoi ce que j'ai fait là? Alors j'avais Z, son parent, qui sont tous les deux rouges, puisque je suis dans ce cas-là. Son parent peut avoir... alors Z lui-même ne peut pas avoir d'enfants, puisque je viens de l'insérer a priori, sauf qu'en fait il peut avoir des enfants si je suis dans une opération répétée, dans une application répétée de ça. J'appelle ça alpha, bêta et gamma. Et je fais une rotation... Ah, si Z est un enfant droit, pardon. Excusez-moi, là je suis dans le cas où Z est un enfant droit. Ah. Et donc alpha, bêta, gamma. Donc encore une fois, normalement, pour le Z qu'on vient d'insérer, il n'a pas d'enfant. Mais par contre, comme j'applique récursivement cette procédure, par exemple, le cas 3 me l'a fait appliquer aux grands-parents du Z initial, je peux me retrouver dans la situation où Z a des enfants. Et donc là, je fais une rotation droite. Pardon, une rotation gauche, je vais y arriver. Et ça va être quoi à quoi ça va ressembler? Ça va juste être comme ça. Avec ici alpha, bêta et gamma. Et ici
Z et P. Donc en fait, cette rotation gauche que j'ai effectuée, elle ne va pas changer grand-chose, elle va juste changer l'orientation relative de Z et de P. Et maintenant, je passe au cas suivant, où mon nouveau Z, ça va être l'ancien P, et donc ça va être un enfant gauche. Et je voulais juste me ramener à un cas où je traitais l'enfant gauche. Bon. Donc sinon, ben, Z est un enfant gauche. Donc ça, je vais dire, c'est le nouveau Z. Hein. C'est le nouveau... et pareil que tout à l'heure, le GP, c'est maintenant mon nouveau Z, celui à quel j'applique toutes les règles. Donc maintenant, Z est un enfant gauche. Et qu'est-ce que je fais? On colorie son parent en noir. Son grand-parent, on le colorie en rouge. Puis, on fait une rotation droite sur le grand-parent. Et il se trouve que si on fait tout ça, on a fini, on n'a pas besoin d'appliquer récursivement la procédure, on a réglé tous les problèmes. Alors on va voir à quoi ressemble ce cas-là. Donc on est dans le cas où Z est un enfant gauche d'un P qui est lui aussi rouge et qu'on a supposé qui était aussi un enfant gauche. Ensuite, au-dessus de P, ben, il y a le grand-parent qui est forcément noir, on en a déjà parlé, sinon il y aurait des violations du processus rouge-noir au niveau de GP. Voilà. On pourrait avoir ici des sous-arbres, hein, tout à fait possible. Et puis évidemment, il peut y avoir des choses qui se passent ici. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On transforme ça en faisant d'abord, je vais colorier le parent en noir et le grand-parent en rouge. Bon, ben allons-y. Le grand-parent, il devient colorié en rouge. Z, il reste en rouge. Le parent, il est en noir. Voilà, je ne vais pas mentionner tous les bouts d'arbres qui peuvent être là. Et puis ensuite, en faisant une rotation de droite sur le grand-parent, une rotation de droite du grand-parent, ça me donne quoi? Ça me donne que ben, j'ai P qui remplace son grand-parent. J'ai comme fils droit de P, j'ai GP. Et comme fils gauche de P, j'ai Z. Voilà. Alors je vais juste mentionner que, bah, évidemment, donc, si on avait des choses ici, ou ici, ou ici, ou ici, on les retrouve aux endroits appropriés à droite. Donc si Z est un enfant gauche, on colorie son parent en noir, son grand-parent en rouge, puis on fait une rotation de droite sur le grand-parent. Et alors pourquoi je dis que j'ai fini? Ben, en faisant ça, maintenant j'ai plus de problème de violation rouge-noir, puisque P maintenant est noir. Donc, quelle que soit la couleur du père de P, qu'il soit noir ou rouge, il n'y a pas de problème potentiel. Et si on compte le nombre de nœuds noirs sur chacun des chemins, etc., bah, initialement, avant que j'ajoute Z, j'avais juste le GP qui était noir. Maintenant, j'ai P qui est noir. Je vais avoir le même, et éventuellement des descendants de GP, mais qui sont maintenant devenus des descendants de P. J'ai le même nombre de nœuds noirs sur chacun des chemins d'un ancien ancêtre de GP qui est maintenant un ancien ancêtre de P vers n'importe lequel des descendants qui ont 0 ou un enfant. Voilà, donc ces 5 cas en fait terminent l'insertion, caractérisent tout l'insertion. Donc d'abord, alors c'est pas vraiment 5 cas, c'est plutôt 4 cas, mon petit 2 c'est pas un cas, on dit juste, on traite le cas où un enfant gauche, sinon tout se passe de la même manière, mais en remplaçant gauche par droit et droit par gauche partout. Donc si on est un enfant de la racine, on colorie la racine en noir, et ensuite on a un cas en fonction de la couleur de l'oncle, et ensuite on a un cas suivant si on a un enfant droit, et un autre cas si on est un enfant gauche. Bien.
Bon, bah, on va voir à quoi ressemble l'utilisation de cette procédure d'insertion en pratique. Donc, je reprends mon arbre exemple, et puis on va essayer d'insérer sur mon arbre exemple un nouveau nœud. Voilà. On a notre arbre exemple. Je vais enlever les hauteurs noires dont on n'a pas vraiment besoin. Oh, je peux en fait les laisser, comme ça on verra comment elles évoluent au fur et à mesure qu'on ajoute. Il faudra juste que je pense à les maintenir au fur et à mesure de l'ajout. Bien. Et je veux insérer un nouveau nœud. Je veux insérer, disons, le nœud 4. L'élément 4. Bon, bah, allons-y, on va suivre la procédure qu'on a décrite. Hein. Donc, je prends mon arbre, je cherche là où devrait se mettre 4. Bah, allons-y, 11, 4 est plus petit, je vais à gauche, 2, 4 est plus grand, je vais à droite, 7, 4 est plus petit, je vais à gauche, 5, 4 est plus petit, je vais à gauche, et donc je l'insère en fait ici, avec, donc je peux indiquer hauteur noire 0, j'insère ici en bas à gauche. Maintenant, évidemment, je ne peux pas m'arrêter là parce que j'ai une violation de la condition rouge-noir. J'ai 5 qui a un nœud rouge, qui a un enfant qui est rouge, donc ça ne marche pas. Donc je regarde les différentes étapes de mon algorithme. La première étape, je regarde si Z, donc ça c'est mon nœud Z, je vais l'indiquer aussi quel est le nœud Z que je suis en train de traiter. Mon nœud Z, c'est le nœud 4 là. Je regarde s'il est enfant de la racine, non, il n'est pas enfant de la racine. Ensuite, je traite le cas où le parent de Z est un enfant gauche. Et le parent de Z, c'est 5, là, c'est bien un enfant gauche. Donc, je n'ai pas besoin de prendre le cas symétrique, je peux bien prendre ce cas-là. Ensuite, je regarde la couleur de l'oncle de Z. Et je regarde si l'oncle de Z est rouge. Ben, l'oncle de Z, c'est 8. Et effectivement, l'oncle de Z, il est rouge. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais colorier l'oncle de Z ainsi que le parent de Z en noir. Donc, 5 et 8, je les colorie en noir. Je vais colorier la racine, le grand-parent de Z en rouge. Et je vais maintenant continuer avec la racine. Donc je passe pour Z ma racine. Je vais en profiter pour mettre à jour mes hauteurs noires. Donc la hauteur noire de 5, 8 et 4, ça reste 0. Par contre la hauteur noire de 7, elle est devenue 1. Pardon. Mais on voit de manière intéressante que la hauteur noire de tout le reste de l'arbre, en particulier des ancêtres de 7, bah, elle n'a pas changé. On s'est arrangé pour faire des modifications locales uniquement. Ok, donc Z, maintenant, c'est 7. Très bien. Alors, je veux regarder si Z est enfant de la racine. Non. Est-ce que le parent de Z est un enfant gauche? Oui, donc ça va être le cas que j'ai décrit. Est-ce que l'oncle de Z est rouge? Ben non, l'oncle de Z c'est 14 qui est noir, donc je peux dans ce cas-là. Est-ce que Z est un enfant gauche ou droit? Ben Z est un enfant droit. Donc si Z est un enfant droit, ce que je dis c'est que je fais une rotation gauche sur le parent de Z. Donc je fais une rotation gauche sur le parent de Z. Très bien, donc je fais une rotation gauche entre 7 et 2. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Alors ça va être un petit peu... 7, je le mets là. 2, je le mets là. Pardon, c'est une rotation gauche. 2, je le mets là. Voilà. Et je mets à jour... les liens, et ça me donne ceci. Ça, j'applique juste la procédure de rotation gauche. Bien, je peux remarquer ma hauteur noire. Ici, j'ai toujours une hauteur noire de 1 sur 2. Bon, et maintenant, mon Z, le Z à considérer là,
ça va être le 2. Maintenant, je suis dans le dernier cas. Z est un enfant gauche, oui. Bah, ce que je fais, c'est que je colorie son parent en noir et son grand-parent en rouge. Bon, allons-y. 7, je le colorie en noir. 11, je le colorie en rouge. Et je fais une rotation droite sur le grand-parent. Alors, rotation droite sur le grand-parent, ça veut dire que je mets 7 à la racine et je mets 11 comme fils droit de la racine. Sur le grand-parent, 11, je l'ai colorié en rouge. Voilà, par contre 7, il est en noir. Alors, ça donne quoi tout ça? Ça donne... Alors c'est un peu pénible à faire la main toutes les rotations, mais ça donne ceci. Voilà, je vais remettre les hauteurs noires pour les choses qui les ont perdues. Donc 11, sa hauteur noire, c'est 1. 7, sa hauteur noire, c'est également 1. Ok, et donc maintenant on a terminé parce que on n'a plus de violation, on a l'alternance, tous les nœuds rouges ont des enfants qui sont noirs, et on n'a pas de problème non plus avec la deuxième condition des arbres rouges-noirs. Ok, donc on a vu un petit exemple comme ça. Alors on va essayer un exemple un peu plus complet. Juste pour continuer à se familiariser avec les notions d'arbre rouge-noir, où on va insérer, à partir de l'arbre vide, hein, dans un arbre qui est initialement vide, on va insérer à l'arbre vide une séquence de nœuds qui sont alors 41, 38, 31, 12, 19, puis 8. Allons-y. Alors, je commence par... J'insère 41. Donc là, bon, l'arbre est vide, c'est simple. Et je dis que par défaut, j'insère tout en rouge. Donc j'insère 41 en rouge. Bien. Ensuite, 38, je cherche où se met 38. Ben, 38, il va se mettre comme fils gauche de 41. Hein, et je l'insère en rouge, puisque par défaut, j'insère tout en rouge. Là, je regarde mon algorithme pour l'insertion. Et le premier cas, c'est si Z, qui est 38 là, est enfant de la racine. C'est bien le cas. On colorie la racine en noir. Bon bah voilà, je colorie 41 en noir, j'ai fini, rien d'autre à faire. Maintenant, j'ai un arbre rouge-noir avec 41 et 38. Maintenant, je continue et je vais insérer 31 dans mon arbre rouge-noir. Ben, 31, il devrait s'insérer normalement comme fils gauche de 38. Je vais l'insérer en rouge parce que j'insère tout en rouge. J'ai une violation rouge-noir entre 38 et 31, donc il faut que je la règle. Je regarde les cas dans lesquels je suis. Z, 31 n'est pas enfant de la racine. Je traite le cas où le parent de Z est un enfant gauche, oui, c'est bien le cas que j'ai, l'autre cas serait symétrique. L'oncle de Z, bah, j'ai pas d'oncle, Z n'a pas d'oncle, donc je peux pas faire ça. Je continue dans la liste des cas. Je regarde si Z est un enfant droit. Non, Z est un enfant gauche. Donc je suis dans le dernier cas, le cas que j'avais numéroté 5. Z est un enfant gauche, donc ce que je vais faire, c'est que je vais colorier son parent en noir, son grand-parent en rouge. Bon, 38 devient noir. 41 devient rouge. Et je m'arrête pas là. Et je fais une rotation gauche, rotation droite, pardon, sur le grand-parent. Donc rotation droite sur le grand-parent, ça veut dire en fait que le grand-parent devient un fils droit. De 38. Donc voilà ce que j'ai avec 38, 31, 41. Bien. C'est un arbre rouge-noir qui vérifie les conditions, il n'y a pas de souci. On continue. Maintenant, je vais ajouter 12. 12, il faudrait que je l'ajoute ici, comme fils gauche de 31. Bon. Alors, je voudrais ajouter 12 comme fils gauche de 31. J'ai une violation rouge-noir entre 31 et 12. Je regarde dans quel cas je suis. Là, je suis dans le cas où l'oncle de 12, il est rouge. Donc la solution, c'est je colorie l'oncle de rouge ainsi que le parent, l'oncle de 12 ainsi que le parent de 12 en noir. Donc 31 et 41, je les mets en noir.
je colorie le grand-parent en rouge. Donc 38, je le mets en rouge. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je fais 38, je colorie en rouge. Et maintenant, je continue avec le grand-parent. Et je regarde s'il y a encore des violations du grand-parent avec son parent. Ici, je suis à la racine, donc j'ai pas de problème. Comme j'ai dit tout à l'heure, je pourrais colorier la racine en noir, parce que ça me coûte jamais rien de colorier la racine en noir. Mais là, je peux la laisser comme ça aussi. Très bien, j'ai ajouté 12, maintenant je vais ajouter 19. Bon, où est-ce que je vais ajouter 19 ? Eh bien 19, je vais l'ajouter en parcourant l'arbre. C'est plus petit que 38, c'est plus petit que 31, c'est plus grand que 12. Donc je vais l'ajouter ici. Et j'ajoute en rouge comme toujours. Alors, je l'ajoute en rouge. Il y a une violation entre 12 et 19. 12, c'est bien l'enfant gauche de 31, donc je serai dans le cas que j'ai traité, pas dans le cas symétrique. Et ensuite, Z est un enfant droit. 19 est un enfant droit, oui. Donc ce que je fais, c'est que je fais une rotation gauche sur le parent de Z. Donc une rotation gauche sur le parent de Z. Ça consiste à faire passer 19 ici et 12 ici. Voilà. Bon, maintenant je suis dans le dernier cas, le cas où Z est un enfant gauche, puisque maintenant Z c'est 12. Et dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je colorie son parent en noir, 19 en noir, 31 en rouge. Voilà. Puis on fait une rotation droite sur le grand-parent. Donc je fais une rotation droite sur le grand-parent, ça veut dire que je fais passer 19 ici et 31 comme donc 19 ici et 31 comme fils droit de 19 et 31 était en rouge. Voilà, donc là j'ai ajouté tous les nombres jusque 19 et j'ai toujours une structure d'arbre rouge-noir avec l'algorithme que j'ai suivi. Il me reste plus qu'à ajouter 8. Bon, bah, allons-y, j'ajoute 8. 8, j'ai envie de l'ajouter comme fils gauche de 12, puisque c'est là où est sa position naturelle dans l'arbre. Je l'ajoute en rouge. Je suis dans le cas où l'oncle de 8 est rouge. Dans ce cas-là, je le colorie ainsi que son parent en noir. Donc 12 et 31 vont devenir noirs. 19, je le colorie en rouge. Et je continue avec pour Z 19. Bien, allons-y. 19, 38, j'ai une violation rouge-noir. Donc je regarde dans quel cas je suis. Je suis dans le cas où je suis enfant de la racine. Et bien, ce que je fais, c'est juste, je colorie la racine en noir. Voilà. Eh bien, j'ai fini. Voici à quoi ressemble mon arbre après avoir inséré tous les éléments que j'avais indiqués ici, c'est-à-dire 41, 38, 31, 12, 19, 8. J'obtiens cet arbre-là. Alors, on voit que cet arbre, il a l'air pas si équilibré que ça, il a l'air un petit peu déséquilibré, mais en fait c'est juste qu'on n'a pas ajouté suffisamment d'éléments pour s'apercevoir qu'en fait si il reste bien équilibré. Mais clairement sa hauteur là c'est plutôt de l'ordre de 2 fois le logarithme du nombre de nœuds plutôt que juste le logarithme du nombre de nœuds, mais ça pose pas de problème, c'est un cas qui est autorisé. Bien, parfait. Maintenant, on a vu l'insertion. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'insertion? Eh bien, la complexité de l'algorithme d'insertion, déjà, je vais revenir dessus. Si je regarde insertion à l'endroit naturel, ben, donc ça veut dire descendre dans l'arbre jusqu'à trouver l'endroit naturel. Ça, on sait que c'est log n, le grand taux de log n, étant donné que l'arbre est justement un arbre équilibré. Ensuite, colorier la racine en noir, ça c'est un grand taux de 1. On traite du cas où le parent de Z est un enfant gauche, ok, bon ça c'est juste une observation. Si l'oncle est en rouge, on colorie W et P en noir et le grand-parent de Z en rouge, ça c'est une modification locale de coloriage, c'est un grand taux de 1. On continue avec le grand-parent, bah, ça veut dire qu'on applique récursivement, et ça c'est un grand taux de log n. Puisqu'il va falloir remonter dans l'arbre jusqu'à la racine de l'arbre.
Sinon, on fait une rotation gauche et on considère on fait juste une rotation gauche. Une rotation gauche, c'est un grand O de 1. Et Z est un enfant gauche, on fait un coloriage, un autre coloriage, puis on fait une rotation droite, ça c'est un grand O de 1. Donc tout se fait en grand O de 1, sauf la recherche initiale et la propagation avec on continue avec le grand-parent, qui se fait en grand O de log n. Donc la complexité totale de l'insertion, elle se fait en grand O de log n. Qui était ce qu'on voulait. Bien, ben maintenant on va passer à la suppression. Algorithme de suppression. Alors, l'algorithme de suppression dans un rouge noir, il est plus compliqué encore que l'algorithme d'insertion dans un rouge noir. Alors, je vais le décrire en détail, mais il y a des parties qui vont être un peu indigestes. Bon, c'est comme ça. Il se fait en deux étapes. Dans une première étape, on supprime le nœud. Dans une deuxième étape, on corrige des problèmes de coloriage éventuels. C'est un petit peu ce qu'on a fait dans l'insertion. On avait d'abord inséré le nœud et ensuite on avait colorié les problèmes de coloriage. On avait corrigé les problèmes de coloriage. Donc, première étape, on supprime le nœud. Alors, comment est-ce qu'on supprime un nœud Z qu'on a déjà recherché dans l'arbre? Donc, évidemment, on recherche le nœud, on recherche dans l'arbre, qui se fait entendre l'algorithmique. Et on a trouvé le nœud Z à supprimer. On supprime le nœud Z. Bien. Alors, il y a plusieurs cas. Si Z est une feuille, bah, c'est facile, on le supprime. Les feuilles, on peut les supprimer très facilement, évidemment. Et après, si Z était un nœud noir, on se souvient qu'il faudra corriger les couleurs à l'ancien emplacement de Z. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire on vient de supprimer un nœud qui est noir. Du coup, il peut y avoir. Du coup, on avait quand on comptait le nombre de nœuds noirs, on avait compté Z. Et donc maintenant, il peut y avoir un déséquilibre qui fait que dans l'ancienne branche qui conduisait à Z, on avait un nœud noir. On vient de l'enlever. Dans toutes les autres branches qui conduisent à des autres feuilles, on compte toujours la même hauteur noire. Et donc, il y a un problème de déséquilibre ici. Donc, il faut qu'on se souvienne qu'on avait un nœud noir ici et qu'il va falloir déséquilibrer le problème, qu'il va falloir corriger le problème de déséquilibre. Si Z n'était pas une feuille, mais avait un seul enfant, que j'appelle X, on remplace simplement Z par X, ça c'est facile. Si Z était un nœud noir, pareil, il va y avoir un problème de déséquilibre éventuel. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se souvient qu'il faudra corriger les couleurs, cette fois-ci au niveau de X. Bien. Sinon, le cas qui reste, c'est Z a deux enfants. Alors, on va rechercher dans le sous-arbre de Z, le nœud
Alors, il faut que je distingue quelque chose. Alors, une seconde. Voilà. Alors, on va rechercher dans le sous-arbre, pas le sous-arbre de Z. On va rechercher dans le sous-arbre qui est le sous-arbre de l'enfant droit de Z. Puisqu'on est dans le cas où Z a 2 enfants. L'élément maximal. Pardon, l'élément minimal. On aurait pu faire dans l'autre sens, on aurait pu prendre l'élément maximal de l'enfant gauche, là on prend l'élément minimal de l'enfant droit. Pourquoi est-ce qu'on prend l'élément minimal du sous-arbre de droite? Parce qu'en fait c'est l'élément qui est le plus proche de Z, c'est l'élément qui suit, pardon, c'est l'élément qui, oui c'est ça, c'est l'élément qui suit Z, c'est l'élément qui est juste après Z. Et on veut remplacer Z par cet élément. On recherche dans le sous-arbre de l'enfant droit de Z l'élément minimal que j'appelle Y. Alors, si Y est de couleur noire, pareil, on se souvient qu'il y aura un problème de correction de couleur. Et donc, on se souvient qu'il faudra corriger les couleurs au niveau de l'ancien emplacement, enfin de l'emplacement actuel, de Y. Ensuite, on va remplacer Y par son enfant droit. S'il en a un. Sinon, on enlève juste Y. Alors, Y peut éventuellement avoir un enfant droit. Y ne peut pas avoir d'enfant gauche, parce que si Y avait un enfant gauche, son enfant gauche serait plus petit que Y, mais tout en étant plus grand que Z, et donc serait un meilleur candidat qu'Y pour être l'élément minimal dans le sous-arbre. Ensuite, on remplace Z par Y. Et le fait d'avoir choisi pour Y l'élément minimal du sous-arbre droit fait qu'on va pouvoir faire ce remplacement sans avoir besoin de toucher aux autres sous-arbres. Mais on conserve la couleur de Z. Donc Y perd sa couleur initiale. On se souvient qu'il va y avoir un problème de couleur. Mais là, on garde la couleur que Z avait. Qui peut être noir ou qui peut être rouge. Donc ça, c'est la partie suppression. Maintenant, et c'est bon, on a fini pour la partie suppression. Maintenant, il y a la partie correction des couleurs. Donc, il va être un autre gros morceau que je vais écrire. Donc, si dans la partie suppression, on s'est souvenu qu'il fallait corriger les couleurs. Donc, dans ce cas-là, on s'est souvenu d'à quel endroit il faut corriger les couleurs. S'il faut corriger les couleurs au niveau d'un emplacement que je vais appeler X, qui dépend des cas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là où il y a X, il faudrait qu'il y ait une couleur noire supplémentaire. Qu'il manque une couleur noire là où est X. Bon, ben on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour traiter cette couleur noire qui manque là où est X. Alors, si X est rouge, ça va être très facile. Il manque du noir là où est X, X est rouge. On va le colorer en noir. Et on a fini. Si X est la racine, au cas où X est la racine, elle est déjà de couleur noire, il manque du noir, il faudra encore plus de noir pour que les hauteurs noires précédentes soient satisfaites. Tant pis, on fait disparaître la couleur noire qui manque de la racine. On ne fait rien, on a fini.
Sinon, on va supposer que x, l'emplacement x, est un emplacement qui est à gauche, qui est un enfant gauche. Pareil que dans le cas de l'insertion, si, dans le cas où c'est un enfant droit, le cas enfant droit est complètement symétrique. Bon, là, il va y avoir 4 cas. Premier cas, si le frère de x, donc l'enfant du même père que x, est rouge, donc s'il existe déjà, et s'il est rouge, alors dans ce cas-là, on va le rendre noir. On rend le parent P de W et X, le parent commun, rouge. Et on fait une rotation gauche en P. Donc en ayant fait ça, on se retrouve dans le cas où W, où le frère maintenant est noir. Qu'on traite ci-dessous, qu'on traite dans l'un des cas restants. Alors, c'est quoi cette situation? Cette situation, c'est... alors, on a un emplacement X dans lequel il manque du noir. Donc je vais marquer, et on suppose que X est un enfant gauche. Donc il manque du noir ici. On ne sait pas trop ce qu'il y a, il peut y avoir un arbre compliqué, il peut ne rien avoir, ça peut être quelque chose qui a disparu. Mais en tout cas, il manque du noir. On a le parent P, qui devait être noir nécessairement parce qu'il a un fils rouge. Donc on avait avant X, alors ça dépend des cas, parfois X c'est quelque chose qui existe encore, parfois il n'existe plus. Donc ça c'était X. Et le frère est rouge. Le frère W est rouge. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, on le rend noir, on rend le parent rouge et on fait une rotation gauche en P. Donc, ça veut dire qu'on va avoir W qui devient ici, qui est noir, qui va avoir comme fils droit P, qui est rouge cette fois, qui... alors, attendez. On fait une rotation gauche en P. Non, c'est pas correct ça. Donc W, on le fait remonter. Et on met comme fils gauche de W P. Qui est comme pour qui est rouge. Donc, si on regarde les nœuds qu'on avait, comment ce qu'on est en train de faire, c'est une rotation gauche. On peut la voir comme ça. On avait un bêta ici, un gamma ici, et ce que j'ai dans le X, c'est mon alpha de ma rotation gauche. Et bien, ce que je vais obtenir, c'est P avec le bêta ici, et ici j'ai mon X
où il y a toujours un point noir, du noir qui manque. Et puis gamma est ici. Et là, ce qui est intéressant, c'est que bêta, sa racine, c'est forcément noir, parce que bêta, c'était un fils de W qui était rouge, et donc bêta, il a forcément une racine noire. Donc on se retrouve nécessairement dans le cas d'un frère noir à X, qui est l'un des cas suivants. Ou éventuellement d'un frère qui n'existe pas. Donc, dans tous les cas suivants, le frère de X est noir ou éventuellement n'existe pas. Donc, si W est noir et n'a que des enfants noirs, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On rend W rouge. Ce qui va permettre d'absorber la couleur noire manquante au niveau de X. Et on répète la procédure. Au niveau du parent P de WX auquel il manque une couleur noire. Donc là, on fait remonter le manque de couleur noire d'un cran ou parent. Donc on est dans cette situation-là où on a alors un pair, on ne sait pas trop s'il est noir ou rouge. Ensuite, on avait un X ici où il manquait une couleur noire. On avait un W qui était noir. Et avec W qui n'a que des enfants noirs ou éventuellement qui n'a pas d'enfants. Et ce qu'on fait ici, c'est qu'on va transformer ça en le P à la racine où on indique que il manque du noir ici, et on répète la procédure dessus. Et puis comme enfant, on a le X ici qui n'a pas bougé, et puis on a le W qui est cette fois-ci en rouge. Donc on a fait remonter le noir qui était en W et à l'emplacement du X d'un cran sur le pair. Troisième cas, si W est noir, et que son enfant gauche, donc il a un enfant gauche qui est rouge. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? On rend W rouge et son enfant gauche noir. Puis on fait une rotation droite en W. Donc maintenant, en faisant ça, le nouveau frère de X est un nœud noir dont l'enfant droit est rouge, et on passe au cas suivant. Donc là, on est dans le cas où on a un certain nœud P avec un X ici où il manque du noir. Ici, un W qui est noir, qui a des enfants dont l'enfant gauche est rouge. Je vais appeler, je sais pas moi, C. Et puis qu'il y a d'autres choses ici, peu importe. Et donc ce que je fais, c'est que je transforme ça d'abord en échangeant les couleurs
en échangeant les couleurs de W et de C. Et ensuite, je fais une rotation droite en W. Donc, ça ne change rien à P, X, voilà, W. Et donc maintenant, je fais une rotation droite en W. Ce qui m'amène le C à la racine, là où était W, et le W il devient ici, et puis évidemment il y a encore des choses ici, si on avait des choses ici, 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 ici. Donc maintenant, après cette rotation droite, je suis dans le cas où le frère de X, c'est un nœud noir dont l'enfant droit est rouge, qui est mon dernier cas à traiter. Donc si W est noir et que son enfant droit est rouge, alors ce qu'on fait, c'est qu'on va colorier W dans la couleur du parent P. On va colorier P en noir. Et l'enfant droit de W en noir. Et on fait une rotation gauche au niveau de P. Et il se trouve que ça règle tous les problèmes. On a fini. Alors, voyons ce qu'est ce cas-là. On est en cas où on a P, X où il manque du noir, on a un W qui est noir avec un enfant droit qui est rouge, je vais appeler C, et donc il manque du noir au niveau de X. Et puis, il peut y avoir d'autres choses. Il peut y avoir un enfant gauche à W, il peut y avoir des enfants sous X, etc. Je vais juste mentionner qu'il peut y avoir des enfants sous P, etc., etc. Et donc, ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va colorier W dans la couleur de P. Donc, W devient bleu, P devient noir, enfin, devient bleu, c'est-à-dire devient la couleur de P, peu importe ce que c'est. L'enfant droit de W devient noir, donc C devient noir, et on fait une rotation gauche au niveau de P. Alors, montrons ce que donne la rotation gauche. La rotation gauche au niveau de P, ça met W là où P était, et W reprend la couleur de P. Ce qui est à droite de W, bah, c'est C et ses enfants, et C, on l'a colorié en noir. Et ce qui est à gauche de W, c'est P, qu'on a colorié en noir. Et il va y avoir aussi... alors, je vais préciser les enfants pour qu'on voit bien les rotations. Je vais mettre ici alpha, bêta, gamma, delta, epsilon. Et en fait, je vais avoir delta et epsilon ici. Je vais avoir gamma ici. Et je vais avoir ici X avec éventuellement des enfants alpha et bêta. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ben, il me manquait du noir en X et je ne pouvais pas le mettre parce que par exemple X pouvait déjà être en noir. Je me suis arrangé pour mettre du noir au niveau où était X avant, donc là où j'ai maintenant mon P et mon C, il y a du noir.
ensuite W a repris la couleur de P, et donc il n'y a pas de problème au-delà de W. Donc on ne va pas voir en détail pourquoi toutes ces règles suffisent et font bien marcher, mais on va plutôt voir sur un exemple comment appliquer ça pour la suppression. Vous pouvez retrouver dans le livre de référence une preuve complète de la correction de l'algorithme de suppression. Là, ce qu'on voit juste, c'est que l'algorithme de suppression, autant l'algorithme d'insertion, on arrivait à bien gérer tous les cas, autant l'algorithme de suppression, c'est un peu plus complexe d'énumérer tous les cas. Donc c'est une procédure complexe, mais c'est une procédure qui garantit qu'on se retrouve toujours avec un arbre rouge-noir. Donc je vais reprendre mon arbre, non c'est pas celui-là, je vais reprendre l'arbre d'exemple que j'avais construit en ajoutant des valeurs, celui-ci. Voilà. Et on va, à partir de cet arbre, on va supprimer de l'arbre exemple un certain nombre de valeurs les unes après les autres. Alors, on va les supprimer dans l'ordre 8, 12, 19, 31, 38, 41. Et on va regarder comment l'algorithme de suppression fonctionne. Bien. Alors, allons-y. On commence par supprimer 8. Alors, 8, on est dans le cas où 8 est un nœud qui est une feuille. Et donc, on a dit que si on supprime une feuille en la supprimant, et si jamais c'était un nœud noir, alors on notait qu'il manquait du noir qu'il va falloir corriger. En l'occurrence, 8 n'est pas noir, donc on la supprime, on n'a rien à faire d'autre. Bien. 12. 12, c'est une feuille, on la supprime, mais on note qu'il manque du noir. Donc là, je note qu'à l'emplacement enfant gauche de 19, il manque du noir. Bon, bah maintenant, je passe dans la procédure de correction des couleurs. Alors, est-ce que l'endroit où il manque du noir, c'est un nœud rouge? Ben non, c'est même pas un nœud. Est-ce que l'endroit où il manque du noir, c'est la racine? Non. Sinon, on suppose que c'est un enfant gauche, et le cas symétrique, le cas enfant droit, c'est symétrique. Il se trouve que là, c'est effectivement un enfant gauche. On regarde si le frère est rouge. Ben non, il est noir. Si les frères est noir et n'a que des enfants noirs, oui, on est dans ce cas-là, eh bien, on le rend rouge. Bien, donc 31, je le rends rouge. Et on va répéter la procédure, il manque du noir, au niveau supérieur. Alors pourquoi on a gagné quelque chose en faisant ça? Parce qu'avant, on avait un problème, parce que la hauteur noire de 19, elle aurait dû être de 1, parce qu'il y avait un 31 qui était noir à droite. Mais à gauche, c'était pas le cas. Il manquait quelque chose de noir à gauche pour que la hauteur noire de 19 soit correcte. Donc on a réglé ce problème-là et on a fait remonter le problème au niveau d'après en disant que il manque du noir à 19. Et là, il manque du noir à 19, comment ça va se résoudre? Très simplement, 19 c'est un nœud rouge, il lui manque du noir, ça devient un nœud noir, ce qui résout d'ailleurs le problème que 19 et 31 étaient en violation de la contrainte rouge-noir. Voilà, on a fini et on a donc supprimé 8 et 12. Maintenant, on veut supprimer 19. Bien. Alors, on regarde dans les règles. Supprimer 19. 19 a un seul enfant. Ça veut dire remplacer 19 par son enfant. Donc, je remplace 19 par son enfant 31. Et comme 19 était noir, je note que il manque du noir ici. Bon, là, on est dans un cas simple. Il manque du noir. C'est facile. 31, il est rouge. Donc, il suffit que je le colorie en noir pour ajouter le noir qui manque. Très bien. Bon, on continue. 31, ensuite je veux supprimer 31. 31 c'est une feuille, je le supprime et j'indique il manque du noir. Voilà. Bon, et donc c'est effectivement un problème parce que le chemin qui va de 38 à 38, il a un seul noir, tandis que le chemin qui va de 38 à 41, il a deux noirs. Donc il y a vraiment un problème de manque de noir ici. Donc comment est-ce que je résous ce problème-là? Eh bien, je regarde les différentes conditions. Si on est sur un nœud de couleur rouge, non. Si on est sur la racine, non. Si le frère est rouge, non.
Si le frère est noir et n'a que des enfants noirs, oui, c'est le cas, on le rend rouge. Donc 41, je le rends rouge. Et on répète je répète la procédure au niveau supérieur en indiquant qu'il manque du noir au niveau supérieur. Et on a dit, quand il manque du noir à la racine, eh bien, on oublie ça et on dit que c'est bon. On fait remonter le manque de noir jusqu'à la racine, et quand il arrive à la racine, on fait disparaître le problème de manque de noir. Ensuite, on va supprimer 38. Donc 38, c'est un nœud qui a un seul enfant. On remplace 38 par son enfant. Mais on note qu'il manque du noir. Et comme 41, il est rouge, c'est facile de rajouter du noir. Il faut juste transformer 41 en noir. Bon, et ensuite, on supprime 41. Ça nous donne l'arbre vide. On a fini. Voilà. Donc ça, c'était un exemple relativement simple d'application de la procédure de suppression. Encore une fois, la procédure de suppression est assez complexe. Pour l'implémenter, on essaiera de le faire dans la partie TP. Ça va demander un peu de travail. Mais toujours est-il que c'est un algorithme qui fait ce qu'il faut pour supprimer un nœud de l'arbre et garder les arbres rouges-noirs. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la complexité de la procédure de suppression? Regardons un petit peu la complexité de tout ça. Si un nœud est une feuille, on le supprime. S'il était noir, on se souviendra qu'il faudra corriger. Tout ça, c'est du grand O de 1. Alors évidemment, il y avait du grand O de Logan initial pour rechercher la feuille à supprimer. Si on avait un seul enfant, on le remplace et on se souvient de quelque chose, un grand O de 1. Si on a deux enfants, on recherche dans le sous-arbre l'élément minimal, ça c'est un grand O de Logan. S'il était de couleur noire, on se souviendra de quelque chose, un grand O de 1. On remplace Y par son enfant, on remplace Z par Y. Tout ça, c'est des grands O de 1. Donc la première phase, la phase de supprimer le nœud sans corriger les couleurs, ça se fait en grand O de Logan. La deuxième phase de correction des couleurs, regardons. Si X est rouge, on colorie en noir et on a fini, ça c'est un grand O de 1. Si X est la racine, on a fini, ça c'est un grand O de 1. Sinon, on suppose que X est un enfant gauche, le cas droit, enfant droit symétrique, ok. Si le frère de X est rouge, on le rend noir, on rend le parent de P rouge et on fait une rotation gauche. On se retrouve dans l'un des cas suivants. Donc ça, c'est un grand O de 1 pour faire la rotation qu'il faut et le changement de couleur. Et ensuite, on se retrouve dans le cas suivant. Si W est noir et n'a que des enfants noirs, on le rend rouge et on répète la procédure au niveau du parent. Donc ça, on le rend rouge, ça fait grand O de 1 et on répète la procédure. Ça va nous faire du grand O de log n fois, on répète les opérations. Ok, si W est noir et que son enfant gauche est rouge, on le rend rouge, etc. Puis on fait une rotation, ça c'est du grand O de 1. Et enfin, si W est noir et que son enfant droit est rouge, on fait des coloriages, des rotations, on a fini, ça c'est un grand O de 1. Donc au final, la deuxième étape aussi, l'étape de correction des couleurs, elle se fait en grand O de log n. Et donc la suppression dans un arbre rouge-noir, elle se fait en grand O de log n également. Donc on a trouvé une structure de données, les arbres binaires de recherche rouge-noir, dans lequel l'insertion et la suppression se font en log n. Et comme c'est un arbre binaire de recherche équilibré, la recherche, la recherche du plus petit élément, la recherche de l'élément suivant, etc. se font également en grand O de log n. Donc toutes les opérations qui nous intéressent sur les arbres binaires de recherche rouge-noir se font en grand O de log n. Bon, très bien. Alors, juste un petit peu de conclusion sur ces complexités-là. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Arbre binaire de recherche équilibré, rouge-noir, versus table de hachage. On en a déjà un petit peu parlé. Ici, on a du grand O de log n pour toutes les opérations, y compris pour des opérations exploitant l'ordre des éléments. L'étape de hachage, c'est plutôt un grand O de 1. Et en fait, il faut préciser aussi que, ça dépend exactement de la manière dont on l'implémente. Mais si on implémente une table de hachage de la manière la plus simple qui soit, ce grand O de 1, c'est un grand O de 1 amorti, parce que de temps en temps, il faut doubler la taille de la table de hachage. Et c'est un grand O de 1 aussi en moyenne, parce qu'on pourrait tomber dans un cas où où tous les éléments se mettent dans la même liste de collision, par exemple. Et pas possibilité
d'opération, donc pas possibilité d'opération exploitant l'ordre des éléments. L'étape de hachage ne permet pas d'exploiter l'ordre des éléments les uns avec les autres. En pratique, eh bien, si on a un ensemble de valeurs à stocker et qu'on n'a pas besoin de chercher la valeur la plus petite, la valeur la plus grande, la valeur suivante après une valeur, etc., les tables de hachage fourniront de meilleures performances, souvent. Les arbres binaires de recherche équilibrés, comme les arbres rouges-noirs ou des variantes, fourniront de très bonnes performances également, mais des performances qui sont souvent un peu moindres que les performances des tables de hachage. Mais par contre, elles permettent de faire des recherches d'éléments étant donné leur valeur dans un certain ordre. Dernier point, une remarque, ça va être que donc une dernière remarque, ça va être tri par arbre binaire de recherche équilibré. Si vous prenez un algorithme d'arbre binaire de recherche équilibré, par exemple un arbre binaire rouge-noir, avec ses procédures d'insertion et de recherche, eh bien ça vous donne une fonctionnalité de tri. On a n éléments à trier, on insère n éléments dans l'arbre binaire de recherche équilibré, puis on parcourt linéairement l'arbre binaire de recherche équilibré de gauche à droite pour avoir toutes les valeurs. Et ça vous donne une manière de trier un ensemble d'éléments. Et c'est quoi la complexité de ça? Le parcours linéaire de l'arbre, une fois qu'il a été fait, ça se fait en grand O de n. Il suffit de parcourir vraiment linéairement l'arbre de haut en bas et de gauche à droite. Et donc, une fois qu'on a parcouru l'enfant gauche d'un élément, on peut produire la valeur de l'élément et ensuite la valeur de tout ce qu'il y a dans la partie arbre droit. Et insérer n éléments dans l'arbre, c'est n fois quelque chose dont on sait que ça se fait en grand O de log n. Donc ça donne un tri par arbre binaire de recherche équilibré qui fait du n log n, avec une complexité de n log n. En général, si vraiment ce qu'on veut faire c'est un tri, on n'a pas forcément besoin de passer par un binaire de recherche équilibré. Les fonctions de tri en tas, de tri fusion, de quicksort sont plus simples. Mais c'est intéressant de noter que la construction d'un arbre binaire de recherche équilibré a comme effet de bord d'avoir une structure de données dans laquelle on peut avoir les éléments triés. Voilà, on a terminé pour le cours d'aujourd'hui. Donc encore une fois, inutile d'apprendre par cœur, de comprendre par cœur comment fonctionne un arbre rouge-noir, c'est quelque chose de très technique. C'est utile uniquement au moment où on veut l'implémenter. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est de savoir que oui, c'est possible de construire des arbres binaires de recherche équilibrés, par exemple avec la méthode des arbres rouges-noirs. Voilà, je mettrai également donc un mini-quiz. Pensez à faire le mini-quiz de cette semaine. Au revoir.